retour dans la deuxième partie d'À travers champs avec notre première invitée. Bonjour, Aurore Berger. Bonjour. Alors, vous êtes élu des Yvelines et soutien d'Emmanuel Macron. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vous propose d'écouter le wiki-portrait de Clara Ciccarelli qui est remontée justement dans votre carrière pour en apprendre plus sur vous et pourquoi pas vous présenter. Certaines personnes ne vous connaissent pas encore. Bonjour Clara. Bonjour Antoine, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors tout d'abord, vous êtes né en 1986, très jeune, vous vous intéressez à la politique. Vous expliquez à plusieurs reprises que votre déclic politique s'est fait en 2002 quand Jean-Marie Le Pen passe le second tour des présidentielles. À 19 ans, vous êtes responsable départemental des jeunes et ce pendant 3 ans. Puis vous êtes élu porte-parole national des jeunes populaires. Pendant 5 mois en 2008, vous êtes chargé de mission pour la présidentielle française de l'Union européenne. Après cela, en 2010, vous êtes nommé par Valérie Pécresse chargé de mission de la fédération de l'UMP des Yvelines et actuellement, vous êtes élu des Yvelines en tant que LR, donc les Républicains. Pendant la primaire de la droite et du centre, vous faites partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé, un des favoris de cette élection. Et récemment, vous vous êtes rallié à Emmanuel Macron. Et jusqu'à la présidentielle, vous écrivez pour l'hebdomadaire Marianne sur ce sujet, donc les présidentielles. Alors, première question, Aurore Berger, d'où vous vient cette envie d'écrire sur les présidentielles ? Alors, merci déjà pour ce portrait. Moi, j'ai toujours aimé écrire, donc je le fais beaucoup sur Twitter. Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire au quotidien et Marianne m'a proposé, en fait, quand ils ont ouvert des blogs politiques pour chacun des candidats, de moi prendre la plume pour expliquer mon soutien à Emmanuel Macron. Voilà, l'idée étant d'avoir des coups de cœur, des coups de gueule aussi hebdomadaires, du coup, dans Marianne. Et donc du côté des réseaux sociaux, comme vous venez de le dire, vous êtes très actif sur Twitter, donc plus de 20 000 abonnés, 2000 photos postées. Vous avez l'art de manier les hashtags et 3 mots dominent votre bio, c'est libéral, progressiste et féministe. Et puis il y a cette citation de Georges Clemenceau, il faut savoir ce que l'on veut, quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Vous reconnaissez sûrement cette phrase puisqu'elle est sur votre site internet. C'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive sur la page d'accueil. Donc dernière question, en fait, pourquoi avoir choisi cette citation de Clemenceau ? Je trouve que ça correspond bien à ce qui devrait être un peu notre mot d'ordre quand on fait de la politique, c'est-à-dire savoir pourquoi on s'engage. Une fois qu'on le sait, se mettre en accord avec ses convictions de manière à pouvoir agir. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs fait le choix de soutenir Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle. Merci Aurore Berger. Merci à vous, Clara Ciccarelli. Mathilde Moreau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mathilde. Bonjour Antoine. Alors je crois que vous avez quelques questions à poser à Aurore Berger justement sur Emmanuel Macron. Exactement. Bonjour Aurore Berger. Donc Bonjour. moi je vais vous parler du programme d'Emmanuel Macron et on va débuter par le programme de agriculture, du coup, parce qu'on est au salon de l'agriculture. Donc tout d'abord, lors de son déplacement à Quimper le lundi 16 janvier, Emmanuel Macron a parlé pendant 1 heure d'agriculture et a déclaré, je cite, « Ce que je veux, c'est renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs dans le respect de la législation européenne pour qu'ils fassent le poids face aux industriels et aux distributeurs. Il promet donc aux producteurs de pouvoir directement négocier les volumes et le prix du lait. Comment va-t-il faire avec les 28 autres pays de l'Union européenne ? » C'est vrai que l'un des problèmes qu'a pointé Emmanuel Macron, c'est la faiblesse parfois de nos agriculteurs dans la négociation face aux distributeurs notamment. Et donc l'idée, c'est de favoriser les associations qui permettent aux agriculteurs de travailler ensemble, aux fédérations, de manière à ce qu'elles puissent elles-mêmes négocier. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'État qui négocie pour des tiers, mais que les associations, fédérations agricoles puissent négocier elles-mêmes auprès du Parlement européen et surtout de la Commission européenne, à la fois sur les quotas et sur les prix. Et c'est ça le véritable enjeu, c'est que la négociation ne leur file pas entre les mains et ne soit pas captée par d'autres, mais qu'elles-mêmes soient partie prenante dans cette négociation. Comment ça sera possible avec les autres pays de passer directement, de changer la législation du coup européenne ? C'est pas changer la législation européenne, il veut la changer sur un autre point qui est le renforcement de la PAC pour lutter contre la volatilité des prix. C'est la vraie difficulté, on l'a vu sur les quotas par exemple laitiers et le prix du lait, où il y a une volatilité du prix qui est énorme, on l'a vu aussi pour les éleveurs notamment sur le prix du cochon. Donc l'idée c'est vraiment là d'avoir des prix qui sera contracycliques, c'est-à-dire qu'à un moment pour lutter contre la volatilité des prix, on fait en sorte qu'à un moment les prix soient contracycliques, donc aillent contre
parfois le marché, de manière, encore une fois, à renforcer le pouvoir d'achat des agriculteurs. Ce que dit Emmanuel Macron, et je pense que c'est partagé par les agriculteurs qu'on peut rencontrer sur le salon, c'est qu'ils ne veulent pas vivre d'aide. Ils veulent vivre de leur travail et ils veulent vivre dignement de leur travail. Et pour que ce soit possible, il faut renforcer leur pouvoir de négociation. Et quand on veut renégocier et renforcer la PAC, qui a aidé et sauvé l'agriculture, et ça il faut le dire par rapport à ceux qui pourraient être tentés, je pense, par un vote Front National, c'est lutter contre la volatilité des prix avec la possibilité de prix contracycliques. Emmanuel Macron veut encourager les circuits courts et la montée en gamme des produits, mais dans un même temps, il souhaite quand même privilégier les modèles intensifs de production pour continuer l'exportation des produits agricoles français à l'étranger. Emmanuel Macron ne joue pas un peu sur tous les tableaux pour satisfaire tout le monde ? Je pense il ne faut pas être dogmatique quand on parle d'agriculture. L'agriculture française, il le dit, c'est un enjeu de souveraineté nationale, c'est-à-dire faire en sorte que notre population puisse être nourrie grâce à l'agriculture française. Donc il ne faut pas forcément opposer des modèles de production. Quand je vois que par exemple Jean-Luc Mélenchon boude le salon de l'agriculture parce qu'il considère qu'il n'y a qu'un seul modèle de production qui est valable dans notre pays, c'est faux. Et les agriculteurs ont fait déjà d'énormes efforts sur l'adaptation de leur modèle de production. Donc là encore, les deux modèles de production sont compatibles en France aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de ne pas opposer les différents types de production, c'est de soutenir l'agriculture française et de progressivement, évidemment, l'accompagner dans sa transition, notamment ce qu'il propose avec un plan d'investissement sur le quinquennat. La FNSEA, donc le syndicat agricole, propose 13 mesures à mettre en place dans les 200 premiers jours du prochain quinquennat. Parmi les propositions faites, il y a le plan d'investissement sur 5 ans, donc de 2017 à 2022, à mettre en place directement pour moderniser le système agricole français. Emmanuel Macron propose dans ses premières propositions un plan d'investissement à 6 milliards d'euros. Le plan d'investissement proposé, le plan d'investissement proposé par la FNSEA est de 6 milliards d'euros. Emmanuel Macron propose un plan de 5 milliards d'euros. Pourquoi ne pas s'aligner sur celui de la FNSEA ? Parce qu'il y a plusieurs piliers dans le programme agricole d'Emmanuel Macron et il le redétaillera dans le cadre du déplacement qu'il fera cette semaine évidemment sur le salon. Mais l'idée c'est d'enclencher un plan d'investissement sur la transition aussi et l'accompagnement sur des nouvelles infrastructures et de nouveaux modèles de production. Il propose aussi par rapport à tout l'effort qui a été fait par l'agriculture française de cette transition écologique où l'agriculture permet aussi de préserver nos paysages et ça, il veut aussi pouvoir faire en sorte que les agriculteurs en bénéficient, qu'il y ait une sorte de retour sur investissement. Donc tout cela aussi, ça s'additionne. Quand on dit qu'il y aura 220 millions d'euros qui seront au bénéfice des agriculteurs qui font ce travail justement de transition écologique et de soutien à la nature et au paysage français, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc vous voyez, il y a des choses qui s'additionnent et après, je pense que les propositions de la FNSEA, c'est aussi un premier débat, des premières propositions pour en débattre. C'est pas forcé d'acheter tout en bloc. L'idée, c'est voilà, de pouvoir évidemment dialoguer avec syndicats qui est évidemment essentiel pour l'agriculture française. On va parler d'une autre partie du programme d'Emmanuel Macron qui, on le rappelle, donc n'est pas encore sorti puisqu'il proposera en principe son projet dans la semaine. Le 2 mars, oui, tout à fait. Donc vous êtes plutôt féministe, comme l'a rappelé Clara tout à l'heure. Donc on va parler du programme Égalité Hommes-Femmes que propose Emmanuel Macron. Il évoque, par exemple, dans l'égalité salariale et professionnelle entre hommes et femmes, le testing, donc c'est-à-dire tester les grandes entreprises professionnelles et pour savoir s'il y a les inégalités salariales et professionnelles, et le name and shame, c'est-à-dire de nommer et de nommer donc, au grand jour, au grand public, de dénoncer ces grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant de les nommer au grand public, au grand jour ? Sur la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qu'on constate, c'est que toutes les bonnes volontés ont été mises en place, quels que soient les gouvernements, et toute la législation existe pour contraindre normalement à ce que, à niveau de formation et à niveau de poste équivalent, les salaires soient les mêmes. Or, on constate qu'on a toujours un écart qui est de l'ordre de 20 à 25% de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc à un moment, il y a un blocage. Il y a un blocage qui s'explique
pour plein de raisons, qui sont aussi des raisons culturelles en France, qui est aussi le risque, entre guillemets, d'embaucher une femme qui potentiellement pourrait avoir un enfant et qui serait à l'arrêt. Il y a plein de raisons culturelles. Mais à un moment, si on veut débloquer la société française sur ce sujet-là, il faut frapper fort. Et frapper fort, c'est aussi faire de la communication, c'est-à-dire à la fois valoriser les entreprises qui sont vertueuses, qui font des efforts, qui s'adaptent, et puis à un moment, dénoncer celles qui refusent d'avoir des plans d'égalité salariale au sein de leur groupe, pas que les grandes entreprises d'ailleurs, l'ensemble des entreprises, et aussi d'ailleurs faire ce travail au sein de l'État et de la fonction publique, parce qu'il n'y a pas de raison que l'État impose des normes aux entreprises s'il n'est pas exemplaire lui-même. Donc voilà, l'idée c'est, on a toute la législation qu'il faut en matière d'égalité salariale, mais si ça n'aboutit pas, si on a encore cet écart-là, il faut frapper fort et dénoncer et valoriser, il y a les deux aspects, ça paraît aujourd'hui essentiel. Et une dernière question, Mathilde. Exactement. Vous parlez également de la parité en politique dans le programme d'Emmanuel Macron. Il propose donc que la parité en politique passera par un effort conduit au niveau des partis et des structures politiques. Aujourd'hui, depuis les années 2000, il existe une loi que les partis politiques doivent respecter, par exemple aux législatives, s'il n'y a pas la parité entre hommes et femmes. Ils doivent payer une amende. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Alors, clairement, souvent les partis politiques ont préféré payer des amendes plutôt que d'investir des femmes. Puis il y avait une petite blague qui circulait qui disait que le féminin de candidat en politique, c'était suppléante. C'est-à-dire que en fait, voilà, vous étiez la numéro 2 ou vous étiez investi, mais sur des circonscriptions où vous étiez sûr de ne pas pouvoir gagner. Donc là, ce que fait Emmanuel Macron, déjà, au sein d'En Marche, c'est une parité absolue et une parité au sein des circonscriptions gagnables, ce qui est nouveau, et parité aussi demain au sein du gouvernement, y compris en cas de remaniement. Parce qu'en général, on a la parité au début, et puis on remanie, et étonnamment, c'est les femmes qui trinquent, et c'est elles qui ensuite sont évincées du gouvernement. Donc ce qu'il faut à un moment, je pense que c'est avoir une loi qui soit peut-être plus contraignante encore. Les amendes ont été renforcées, mais peut-être qu'il faut encore les renforcer. Ou à un moment, pourquoi pas, je ne sais pas, interdire aux partis de pouvoir présenter des candidats si ils ne sont pas en situation de parité stricte, puisqu'à un moment, il va bien falloir progresser de manière vraiment forte, puisqu'aujourd'hui encore, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on est loin d'être à parité, et on est loin aussi d'être représentatif de la société française, que ce soit sur les questions de diversité, que ce soit sur les questions de représentativité des métiers. On a quand même une certaine catégorie de population qui est présente. Donc voilà, je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais je suis heureuse d'appartenir aujourd'hui à un mouvement qui a placé vraiment la question de la parité au cœur de son projet politique. Merci Aurore Berger. Merci à vous Mathilde Moreau. Aurore Berger, je vous propose tout de suite de répondre aux questions de Martin Juret qui nous a rejoint et qui a également quelques questions à vous poser sur l'actualité politique plus générale. Voilà, exactement. Bonjour Antoine, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé de vous ces dernières semaines, puisqu'après avoir soutenu Alain Juppé pendant la primaire de la droite et du centre, vous avez décidé de rejoindre le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Vous vous étiez déjà remarqué à droite pour votre adhésion au mariage pour tous en 2013. Et aujourd'hui, vous dénoncez un parti dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans ce parti, les Républicains ? Alors moi, j'ai adhéré quand j'avais 16 ans à l'UMP. L'UMP, c'était le parti qui était créé à l'époque par Alain Juppé, suite au 21 avril 2002. Et je pense que tout le monde peut le constater. C'est-à-dire quand on compare les valeurs fondatrices de l'UMP, quand on compare même la campagne de Nicolas Sarkozy de 2004 à 2007, et quand on compare aujourd'hui ce qu'est devenu les Républicains et la campagne électorale qui est celle de François Fillon, on voit bien que la cohérence, elle n'est pas là. En tout cas, moi, je ne m'y retrouve pas. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient les miennes sont des valeurs libérales, ces valeurs, vos valeurs qui ont changé, plutôt que le parti en lui-même? Alors non, moi je suis constante sur les valeurs qui sont les miennes. J'ai toujours été libérale, j'ai toujours été progressiste, j'ai toujours été pro-européenne, j'ai toujours été féministe. Et j'ai vu progressivement un parti qui s'est replié sur lui-même, sur sa base, qui est pour moi la plus réactionnaire et qui en tout cas me correspond pas. Donc à un moment, quand on est dans le cadre d'une campagne présidentielle, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est un moment coûte que coûte être loyal vis-à-vis de son parti politique, quand bien même il ne vous représente plus et il ne représente plus les valeurs qui sont les vôtres, ou assumer un différent, se dire finalement c'est plus ma place ici, par contre elle est ailleurs avec un candidat qui lui représente mes valeurs. Alors vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron après son meeting le 4 février à Lyon. Qu'est-ce qui vous a décidé ce jour-là en particulier ? Moi, ce qui m'a vraiment
étonnée dans le meeting d'Emmanuel Macron à Lyon, c'est déjà de voir la composition de ce meeting. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de meetings à droite. Et là, pour la première fois, j'ai vu des gens qu'on ne voyait plus dans nos assemblées, c'est-à-dire des jeunes, des trentenaires, des quadras, des gens qui venaient en famille. Et je pense que c'est ça aussi que doit faire la politique, c'est-à-dire d'arriver à amener à elle des gens qui sont dans la vie active, des gens pour lesquels on prend aujourd'hui des mesures et qui devraient être partie prenante. Donc ça déjà, c'est extrêmement singulier. J'ai vu, c'est symbolique mais ça compte, pour la première fois des drapeaux européens dans un meeting. Il n'y en avait plus. Ni à gauche ni à droite. C'est devenu presque un gros mot, voire quelque chose qui était un effort, qui était remarquable de faire applaudir la question européenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut être béni oui-oui ou qu'il faut être eurobéat, qu'on ne peut pas réformer l'Union européenne, mais ça veut dire qu'on peut enfin avoir un message positif sur la question européenne. Et ça, c'est, je trouve, nouveau et extrêmement positif. J'imagine aussi que les révélations sur l'affaire François Fillon vous ont convaincu. Est-ce que François Fillon, qui se présentait comme le candidat exemplaire, est-ce que ces révélations vous ont surprise? Alors, c'est pas ça qui m'a décidée. Moi, je me suis vraiment décidée par rapport à des convictions, notamment sur la question des droits des femmes et l'IVG, où François Fillon a des ambiguïtés sur le sujet. Et je pense que ce sujet ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Sinon, ça se fait toujours au détriment des femmes. Sur l'IVG, il a dit qu'il ne voulait pas revenir sur l'IVG. En fait, quand vous êtes en campagne électorale, tout compte. Et quand vous êtes quelqu'un comme François Fillon, vous savez manier la langue française et vous savez faire une campagne électorale. Quand vous allez en meeting, dans le cadre d'une primaire à Versailles, pour dire que vous regrettez d'avoir écrit dans votre propre livre que l'IVG était un droit fondamental, que vous n'auriez jamais dû l'écrire, je pense que clairement vous laissez planer des ambiguïtés sur le sujet. Quand l'une des principales femmes qui vous entourent, et il n'en a pas beaucoup, a posé un amendement à l'Assemblée nationale pour dérembourser l'IVG, clairement ça fait courir un risque. Donc moi c'est un risque que j'ai pas envie de courir en fait. Et j'ai pas envie que les Françaises puissent le courir. Sur les affaires, moi ça a juste renforcé ma conviction, qui est qu'il n'est pas le bon candidat et qu'il ne sera pas demain un président souhaitable pour notre pays, puisque tout ce qu'il a prôné dans sa carrière sur la probité, l'honnêteté, l'exemplarité est clairement mis à mal par ce qu'il a fait. Et ce que je trouve qui est le plus sidérant, c'est qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que ça puisse choquer que 900 000 € d'argent public aient été vraisemblablement attribués à son épouse. Est-ce que le travail était effectif ou non? C'est à la justice de le dire. Dans tous les cas, ce qui m'étonne, voilà, c'est cet écart incroyable qu'il y a entre certains hommes politiques et la vie que nous, on mène en travaillant, et qu'ils ne comprennent pas que 900 000 € d'argent public, ça puisse choquer les Français. Pour moi, ça devrait les disqualifier. Donc selon vous, il devrait se retirer aujourd'hui encore? Il a encore temps pour lui? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'il devrait se retirer selon vous? Je pense qu'il ne le fera pas. Ça, c'est à lui et c'est au Parti des Républicains de dire à un moment s'ils veulent prendre le risque de présenter ce candidat et d'avoir demain un président de la République, s'il était élu, ce que je ne souhaite pas, qui soit extrêmement vulnérable aussi, parce qu'on découvre jour après jour un certain nombre de choses sur François Fillon qu'on ignorait finalement. Et non seulement on les ignorait, mais elles sont à l'inverse de l'image qu'il a toujours eue et des déclarations qu'il a toujours faites. Et c'est ça, à mon avis, qui choque le plus les Français, c'est cet écart entre ce que l'on affiche être et ce que l'on est réellement. Alors vous parlez d'écart, mais vous aviez pourtant rejoint Droite Libre, après les primaires, un mouvement pour soutenir François Fillon et anti-Macron en janvier dernier. Est-ce que c'est pas justement un écart? Vous parlez d'écart, vous aussi vous avez fait un écart? Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'après les primaires, moi, j'ai soutenu pendant 2 ans Alain Juppé et je ne le regretterai jamais. Je regrette par contre qu'il n'ait pas été choisi. Et je continue à penser que c'est un gâchis pour notre pays qu'on n'ait pas pu avoir Alain Juppé en candidat à la présidentielle et demain en président de la République. S'il avait gagné, la question ne se serait pas posée pour moi de soutenir quelqu'un d'autre. Suite à la défaite d'Alain Juppé, Virginie Calmels m'avait demandé de travailler pour elle à titre bénévole et de l'accompagner, ce que j'ai fait. Et j'ai toujours précisé que je le faisais et que je ne souhaitais pas soutenir François Fillon et participer à sa campagne. On m'avait proposé notamment d'intégrer son équipe sur la question des droits des femmes. Et étant donné que la conception qui était la leur et celle qui était la mienne était extrêmement différente, j'avais refusé d'appartenir à l'équipe de campagne de François Fillon. Alors beaucoup vous qualifient d'opportuniste dans votre ancien camp. Vous comprenez que ce choix ait pu surprendre de rejoindre Emmanuel Macron? Écoutez, beaucoup, je ne sais pas. Certains, oui. Mais ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire c'est des gens qui de toute façon considéraient que la droite n'avait pas apporté des valeurs libérales, humanistes, progressistes, que la droite n'avait pas à soutenir le mariage pour tous, que la droite n'avait pas à dénoncer les entraves qui étaient faites à l'IVG. Moi je pense que c'est une erreur, je pense que la droite elle peut être libérale. Mais le problème, c'est qu'avec ce candidat, ça n'est pas possible. Et moi, je voulais
retrouver mes convictions au sein d'un candidat, et il est chez Emmanuel Macron. Vous savez, l'opportunisme, c'était beaucoup plus simple pour moi de rester planqué, c'est-à-dire de ne pas faire la campagne, d'attendre que ça se passe et de voir ce qui allait sortir le 7 mai prochain. Moi, je ne me suis pas engagée pour me planquer. Et je préfère prendre le risque de rejoindre un candidat qui correspond à mes valeurs, qui les incarne, qui en plus incarne un changement d'époque, plutôt que prendre le risque de me planquer et du coup de participer de fait à l'élection de quelqu'un que je ne souhaite pas voir président de la République demain. Donc vous vous sentez plus proche de Gérard Collomb, le maire socialiste de Lyon, ou de François de Rugy, que de François Fillon? La question, elle ne se pose pas comme ça. Vous faites référence à des schémas qui, pour moi, Elle peut sont quand même se obsolètes. poser, puisqu'ils font partie du mouvement En Marche et que vous ne soutenez plus François Fillon de votre ancien parti. Mais je me sens plus proche de Gérard Collomb que Nicolas Dhuicq, par exemple, qui est réinvesti par les Républicains, qui tient des propos homophobes, ou de Thierry Mariani, qui va serrer la main de Bachar el-Assad. Vous êtes encore à droite, ou comme Emmanuel Macron, vous ne revendiquez ni de droite ni de gauche? Moi, je suis à droite, en effet. Et encore une fois, je pense que vous faites référence à des schémas qui sont obsolètes. C'est-à-dire qu'à un moment, essayer de classifier Emmanuel Macron en disant est-ce qu'il est plus de droite, plus de gauche, plus du centre, c'est pas ça le sujet. Et c'est ça qui est peut-être difficile aussi, parce que vous êtes habitué à commenter cette vie politique-là depuis des années. Ben non, on est en train de créer une nouvelle offre politique. Alors c'est une nouvelle offre politique qui est exigeante, qui est différente, mais je pense qu'elle est extrêmement saine pour la vie politique française, parce que objectivement, les différentes alternances qu'on a eues n'ont pas permis de réformer ce pays, n'ont pas permis à la France d'aller mieux, n'ont pas permis de sortir de la pauvreté de 9 millions de Français, notamment. Et donc je pense qu'à un moment, cette offre politique nouvelle qui est incarnée par Emmanuel Macron, elle est extraordinairement positive et qu'elle donne l'opportunité de chambouler durablement la vie politique française, et je pense que c'est souhaitable. Alors, dernière question rapidement, Martin Juret. Dernière question, peut-être sur le ralliement de François Bayrou, le président du MoDem, la semaine dernière. Jean-Louis Borloo a dit avoir été abasourdi en apprenant le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron. Il a même ajouté que François Bayrou ne ferait pas campagne pour lui, mais contre Fillon. C'est votre cas aussi? Vous avez rejoint Emmanuel Macron plus contre Fillon que pour Emmanuel Macron? J'ai rejoint Emmanuel Macron parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une cohérence en termes de valeurs et de convictions. Moi, je crois au discours qu'il porte, qui est un discours libéral mais cohérent, c'est-à-dire on n'est pas juste libéral sur quelques aspects, qui est un discours pro-européen, qui est féministe, parce que moi, c'est un sujet qui compte pour moi. Si Alain Juppé avait gagné la primaire, je me suis engagée pendant 2 ans à ses côtés, jour et nuit. Évidemment, j'aurais soutenu Alain Juppé. Malheureusement, il n'a pas été choisi et il fallait faire un choix après. Et moi, j'aime pas la logique clanique qui fait que vous êtes le petit doigt sur la couture du pantalon et que vous êtes obligé de suivre quelqu'un, quand bien même il n'incarne pas les convictions qui sont les vôtres. Et moi, j'ai fait un choix qui est un choix de valeurs et de convictions, et je me sens très bien auprès d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Aurore Berger. Et merci à vous, Martin Juret. Et merci à vous, Aurore Berger, d'être venu nous voir dans À Travers Champs et d'avoir répondu à nos questions. Et si ça vous a intéressé, dans quelques instants, nous recevrons un ancien candidat à la primaire de la droite et du centre qui a, lui, choisi de soutenir François Fillon, le président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, qui aura probablement des avis différents de vous sur la politique de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec un invité mystère, je n'en dis pas plus pour l'instant, avec son heureux propriétaire. L'occasion de revenir sur les concours que nous avions vaguement abordés au début de cette émission avec Dimitri Hainaut. Ce sera dans quelques instants. À tout de suite.